Bonjour, je me présente, Dr Chemam, maître assistant en ORL à l'hôpital militaire régional d'Oran, faculté de médecine d'Oran. L'intitulé de notre cours est le diagnostic des vertiges. Alors, qu'est-ce qu'un vertige? Le vertige est un trouble de la perception de l'espace avec illusion de mouvement qui se traduisent par une sensation subjective de tourner, de chanceler, de pencher, voire de chuter. Une origine périphérique est retrouvée dans 85% des cas. Rappel anatomo-physiologique. Alors, un rappel anatomique. L'oreille est subdivisée en trois parties. On a l'oreille externe, elle-même composée du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe. On a l'oreille moyenne ou la caisse du tympan. Abritant le tympan, la chaîne ossiculaire, elle communique en arrière avec la cellule mastoïdienne et en avant avec la trompe auditive. On a l'oreille interne qui abrite le vestibule membraneux, organe de l'équilibre, et la cochlée membraneuse, organe de la perception auditive. Pour le rappel physiologique, la sensation d'équilibre repose sur la concordance des signaux envoyés aux structures centrales. Ce système complexe et multisensoriel, afférence non seulement vestibulaire, mais aussi visuelle et proprioceptive, et présente de multiples interconnexions. Le système vestibulaire proprement dit, il abrite les canaux semi-circulaires, l'utricule et la sacule. Pour les canaux semi-circulaires, renseigne du système nerveux sur les mouvements de rotation de la tête et les accélérations angulaires. L'utricule et la sacule constituent le système autolytique, informent sur le mouvement linéaire de la tête et apportent l'information de pesanteur. Pour la vision et la proprioception, les récepteurs visuels perçoivent les mouvements de notre corps dans l'espace par rapport à des repères proches ou lointains. Les récepteurs proprioceptifs situés au niveau des tendons, des articulations de la peau perçoivent les mouvements et la position des différentes parties de notre corps ainsi que leur contact au sol. Par exemple, par rapport aux plantes des pieds pendant la marche. Pour les diagnostics positifs, l'interrogatoire est très important. On note l'âge et les antécédents de traumatisme crânien, même s'il est mineur. Les antécédents familiaux de migraine peuvent orienter vers ce diagnostic-là. Les antécédents autologiques, qu'ils soient chirurgicaux, infectieux ou traumatiques, la présence d'une affection cardiovasculaire ou métaboliques sont des facteurs de risque d'un vertige non vestibulaire. De nombreux médicaments, tels les aminosides ou autres qui sont autotoxiques, peuvent être à l'origine d'un vertige ou d'une aggravation de sensations vertigineuses. La durée du vertige est très importante. Une crise vertigineuse peut durer quelques secondes, des minutes, des heures, voire même des jours. Par exemple, un vertige de quelques secondes peut être en relation à un vertige positionnel bénin. Un vertige qui dure plus d'une semaine peut être en relation avec une névrite vestibulaire, par exemple. Le mode d'installation, s'il est soudain progressif, la temporalité, si l'atteinte est unique, elle est récidivante permanente ou en décrescendo, l'intensité si le vertige est léger, modéré ou intense, s'il y a une position déclenchante ou pas, les symptômes associés qui soient auditifs, type d'hypoacousie, acouphène, sensation d'oreille bouchée, otalgie ou otorrhée, les signes neurologiques associés à type de troubles de la vigilance, des céphalées, des atteintes des pertes crâniennes, notamment le 5 et le 7, les signes neurovégétatifs associés à type de nausées, vomissements, pâleur et sudation. Pour l'examen clinique, l'inspection cherche une asymétrie du visage, peut renseigner sur une atteinte du nerf facial, une cicatrice d'intervention chirurgicale, des signes inflammatoires locaux régionaux. L'autoscopie recherche une cause locale, qui peut être en relation avec un bouchon de surhumaine impacté, un corps étranger, une otite moyenne aiguë, une otite moyenne cholestéatomateuse, un épaule-tympan, voire une autoragie. La recherche des signes vestibulaires objectifs et des signes associés aide le diagnostic topographique et étiologique. Pour les signes vestibulaires objectifs, on cherche le nystagmus vestibulaire et la déviation posturale. Alors, qu'est-ce qu'un nystagmus? Un nystagmus, c'est un mouvement involontaire, rythmé et conjugué de deux globes oculaires composés de deux secousses inégales, une phase lente dans une direction suivie d'un retour rapide dans le sens opposé. Par convention, le nystagmus est décrit en fonction de la direction de la phase rapide.
Le nystagmus, il peut être horizontal, rotatoire, vertical, voire multiple. Un nystagmus peut être perçu à l'œil nu. On peut céder des lunettes de Frenzel pour les nystagmus les plus fugaces. Pour la déviation posturale, c'est la mise en évidence par l'examen de la fonction vestibulo-spinale. On a la manœuvre de Romberg. La manœuvre de Romberg, le patient se tient debout, pieds joints, talons accolés, le bout des pieds écarté de 30 degrés, yeux ouverts, puis fermés. Si le patient, quand il ferme les yeux, il dévie d'un côté, c'est ce côté-là qui est malade. On a la manœuvre du piétinement avec le patient position debout, les pieds joints, il commence à piétiner sur place, il ferme les yeux. S'il dévie plus de 15 degrés, c'est pathologique. Le test de la marche avec, le patient fait quelques pas en avant et quelques pas en arrière. Si on a une atteinte, par exemple, vestibulaire gauche, le patient il va commencer à dessiner une étoile dans ce sens. La manœuvre des index, le patient il est assis, dos bien tendu, il tire les doigts vers l'avant et les index tendus vers l'avant. Si on a une déviation des index d'un côté, c'est ce côté-là qui est atteint. Dans les vertiges d'origine périphérique, la déviation se fait du côté pathologique. Les signes associés. L'examen neurologique des plantes est très important. L'examen cérébelleux. La prise de la tension artérielle. L'examen du rachis, la mobilité et des contractures. Pour les examens complémentaires, pour l'audiogramme et l'impédance-métrie, l'audiogramme tonal et vocal recherche une surdité de transmission de perception mixte. Pour l'examen vestibulaire calibré ou l'épreuve calorique, sujet placé en décubitus dorsal, tête et tronc relevé de 30 degrés par rapport à l'horizon, en s'assurant de l'absence d'une perforation tympanique, on irrigue le conduit auditif et la face externe du tympan avec de l'eau à débit de 125 cm3 pendant 30 secondes à une température de 30 à 40 degrés. Résultat, on note la direction, le sens et le nombre de secousses du nystagmus induites observées sous lunettes de Frenzel, enregistrées par électronystagmographie entre la 60e et la 90e seconde. Les résultats normaux, le nystagmus bas du côté de l'oreille stimulé lors des épreuves chaudes et du côté opposé à l'oreille stimulé lors des épreuves froides. La réflectivité, elle est comprise entre 30 et 122 secousses. Les résultats pathologiques, on a une hyperréflexie si elle est supérieure à 122, une hyporéflexie si elle est inférieure à 30 secousses, une arrivée. On peut avoir même une aréflexie. La vidéonystagmographie, c'est l'analyse du déplacement des enveloppes par caméra infrarouge et les résultats sont rapportés sur différents graphismes. L'étude de la verticale subjective. C'est un examen, on demande au sujet de placer verticalement une baguette phosphorescente par l'intermédiaire d'une l'unité de commande. Dans l'obscurité, le sujet n'a pas d'autre repère que le système autolytique, vestibulaire et la proprioception musculaire. Sur un écran, le médecin dit l'angle de déviation par rapport à la verticale, une déviation supérieure à 20 degrés et évocatrice d'un déficit autolytique du même côté. Au terme du bilan clinique et paraclinique, il faut retenir, on doit différencier entre une atteinte périphérique et une atteinte centrale, un vertige d'origine périphérique et un vertige d'origine centrale. En faveur d'une atteinte périphérique, présence de signes cochléaires et vestibulaires, syndrome harmonieux, déviation posturale dans le sens de la secousse lente, du nystagmus spontané. Le nystagmus est unidirectionnel, le plus souvent horizontal-rotatoire. Le nystagmus n'est jamais multiple ni vertical. Le nystagmus est aboli ou diminué par la fixation oculaire. En cas d'atteinte centrale, ce qui est en faveur, c'est la présence de signes neurologiques associés au vertige. Le nystagmus est multidirectionnel ou vertical. Les tests de fixation oculaire sont anormales à l'épreuve calorique ou rotatoire. Une poursuite oculaire anormalement saccadée, des anomalies de saccade,
hypermétrie, si on faveur d'un syndrome CB2, ou dissociation, en faveur d'une ophtalmoplégie internucléaire. Le patient utilise souvent des termes variés. Malaise, sensation de tête vide, de voile noir, trouble visuel mal défini, désordre. Le désordre métabolique, l'intoxication au CO, les troubles hématologiques type anémie, polyglobulie, vertige des hauteurs, type de phobie ou vide, acrophobie, c'est le mal des hauteurs, cinétose, mal des transports, hypoglycémie, recherche une hypotension orthostatique, asthénie majeure, palpitation et malaise d'hypothymique, on est avec un trouble du rythme cardiaque, vertige psychogène ou crise spasmodique. Il faut savoir reconnaître ces diagnostics différentiels par rapport au vertige. Pour le diagnostic étiologique, les vertiges périphériques, on a les vertiges périphériques, on a les vertiges centrales et on a des vertiges d'autres étiologies. Pour les vertiges périphériques, ces vertiges sont associés à des symptômes neurovégétatifs modérés à sévères. On les place en fluctuation de la fonction vestibulaire. C'est des vertiges paroxystiques. On a la maladie de Ménière. Les critères diagnostiques se regroupent sous la triade classique, 2 épisodes de vertige rotatoire de moins de 20 minutes, d'au moins 20 minutes chacun. La durée des crises peut aller de quelques minutes à quelques heures. Une hypoacousie confirmée par l'audiogramme unilatérale fluctuante et la présence d'acouphènes. Il faut savoir que l'évolution naturelle de la maladie de Ménière se fait vers une aggravation de la surdité, vers une amélioration, vers un espacement des crises vertigineuses. Comme autre étiologie, on a l'autospongiose, c'est une maladie endématique héréditaire de la coque labyrinthique, se manifeste au début de son évolution par une surdité de transmission par blocage de la platine de l'étrier dans la fenêtre ovale. Plus tardivement, la surdité devient mixte. Donc, on a les fluctuations de la fonction vestibulaire. Deuxièmement, on a les troubles mécaniques de la fonction vestibulaire. Dans cette catégorie, on cite le vertige positionnel paroxystique bénin, c'est une canalolithiase. La cause la plus fréquente des vertiges périphériques, le vertige est intermittent, il est déclenché par le changement de position de la tête, rotation, extension, se tournant au lit, en se levant, en se couchant. Il dure 20-30 secondes et peut être associé à des nausées et vomissements. Les crises sont d'abord fréquentes, puis s'espacent au bout de quelques jours et se répètent rarement au-delà du 3e mois. La pathogénie serait un dysfonctionnement du canal semi-circulaire postérieur dans 90% des cas. Et de l'horizontale dans 10% des cas. Le diagnostic se fait par la manœuvre de Hall-Picquet-Dix. Éventuellement, le nystagmus réapparaît dans la direction opposée en relevant le patient. Il existe des manœuvres libératrices décrites par Simon et par Epley. Dans la catégorie du trouble mécanique, on peut citer aussi la fistule périlymphatique en faveur du diagnostic des antécédents récents de chirurgie otologique, les passés otitiques chargés, type OAM à répétition, otite moyenne chronique cholestéatomateuse, influence du changement de position, signe de la fistule, caractère fluctuant de la surdité. Le signe de la fistule se cherche en faisant une pression sur le tragus. Si on presse le tragus et on déclenche un vertige, ça signifie que le signe de la fistule est positif. Toujours dans les diagnostics étiologiques, on a les déficits unilatéraux soudains de la fonction vestibulaire. On peut citer le déficit vestibulaire brusque, c'est la névrite vestibulaire. La neuronite vestibulaire idiopathique est la deuxième cause la plus fréquente de vertige vestibulaire périphérique.
Elle est le plus souvent d'apparition brusque dans près de 3 tiers des cas. Dans plus des trois quarts, dans des 3 quarts des cas, parfois progressive sur quelques heures. Son intensité est maximale après le premier jour, puis diminue progressivement sur une semaine. Cette diminution est reliée à la compensation centrale, le déficit vestibulaire. Il peut persister une instabilité durant quelques semaines à quelques mois, des nausées et des vomissements importants et un déséquilibre y sont associés. À l'examen clinique, on constate un nystagmus spontané périphérique qui fut une adhésion. Il est soutenu, unidirectionnel, essentiellement horizontal et un important trouble postural avec déviation du côté atteint. Le test calorique révèle la déficience vestibulaire unilatérale. Bien qu'une preuve spécifique de l'étiologie soit rarement identifiée, des études suggèrent une étiologie virale, notamment les herpes simplex virus, avec inflammation aiguë de la portion vestibulaire du nerf auditif. Le diagnostic différentiel de la neuronite vestibulaire comprend dans de rares cas des accidents vasculaires qui peuvent se présenter par des vertiges isolés soutenus. C'est pourquoi ce diagnostic doit être évoqué lors de vertiges soutenus chez des patients âgés présentant des facteurs de risque cardiovasculaire. Toujours dans les diagnostics étiologiques, on peut citer dans les diagnostics étiologiques et dans les déficits unilatéraux soudains de la fonction vestibulaire. On peut citer, à côté de la neuronite vestibulaire, on peut citer la labyrinthite. La labyrinthite est une atteinte cochléo-vestibulaire comme complication d'une infection de voisinage, qu'une otite moyenne chronique, une otite moyenne aiguë, une otite moyenne chronique surinfectée, une méningite, un cholestéatome ou une fracture transverse du rocher qui se manifeste par un déficit vestibulaire et auditif. On peut citer aussi le zona otitique qui comporte une surdité de perception, un grand vertige rotatoire, une otalgie, une paralysie faciale, une éruption vésiculaire typique dans la zone de Ramsay-Hunt. Diagnostic étiologique. Les déficits post-traumatiques. 3 tableaux sont rencontrés. On a le syndrome déficitaire, la fistule périlymphatique post-traumatique et le vertige positionnel paroxystique bénin. Le syndrome déficitaire, l'onde de choc provoque une déchirure du labyrinthe membraneux. Le patient devient asymptomatique au bout de 6 à 12 semaines. Les épreuves caloriques montrent une aréflexie du côté atteint. Les fistules périlymphatiques post-traumatiques, certains signes sont évocateurs. Vertige survenant en position latérale ou déclenché par le mouchage. Vertige déclenché par des bruits intenses, c'est le phénomène de Tolio. Dégradation progressive de l'audition du côté traumatisé, surdité mixte. Pour le vertige positionnel paroxystique bénin post-traumatique, l'onde de choc mobilise des cristaux autolytiques de la macule étriculaire à l'origine d'une canalolithiase. On a le déficit post-chirurgical. Le déficit post-chirurgical à l'origine soit d'une luxation platinaire, soit par exemple d'une fistule périlymphatique. Toujours dans le diagnostic étiologique, on a les déficits progressifs. Dans les déficits progressifs, on peut citer le neurinome de l'acoustique ou le joannon vestibulaire. C'est une tumeur bénigne à croissance lente de la gaine de Johann de la branche vestibulaire du nerf vestibulo-cochléaire, formant 6 à 10% du tumeur intracrânienne. Elle se manifeste dans environ 70% des cas par un déficit auditif unilatéral progressif qui touche d'abord les fréquences aiguës. Des acouphènes sont présents chez un quart des patients. Au moment du diagnostic, un léger déséquilibre n'est reporté que chez 20 à 50% des patients. Le neurinome est une cause très rare de vertige isolé aigu. On a terminé avec les vertiges périphériques. Maintenant, on va passer aux vertiges d'origine centrale.
L'origine centrale, on peut citer l'origine vasculaire. En général, l'apparition des vertiges est soudaine et d'autres symptômes neurologiques qui sont associés. On a l'infarctus cérébelleux qui représente 15% des accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Il est lié soit à une embolie d'origine cardiaque, soit à une occlusion athéromateuse qui peut intéresser l'artère cérébelleuse antéro-inférieure touchant le pédoncule cérébelleux moyen et le flocculus. Le pronostic sévère. On peut avoir l'atteinte cérébelleuse, l'atteinte de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure touchant la partie postérieure supérieure du cervelet et parfois le territoire latéral du bulbe, réalisant le syndrome de Wallenberg. Il se traduit dans sa forme typique, le syndrome de Wallenberg, il se traduit dans sa forme typique par un grand vertige rotatoire avec nausées et vomissements accompagnés d'une céphalie discrète, parfois d'un hoquet. Du côté opposé, anesthésie d'un hémisphère réalisant avec l'anesthésie faciale d'un syndrome sensitif alterne, il n'y a pas de déficit vestibulaire aux épreuves caloriques. On a l'hématome cérébelleux, il représente 5% de l'ensemble des hématomes intracérébraux. On a la thrombose vertébro-basilaire, liée à une thrombose ou une dissection de l'artère vertébrale s'étendant au tronc basilaire, entraîne des signes d'emblée graves, vertige, association des signes coordonnaux, sensitifs, moteurs, cérébelleux, bulbaires, protubérantiels et atteinte des berges crâniennes. Toujours dans les vertiges centraux, à côté des origines, de l'origine vasculaire, on a l'origine tumorale. Elle est plus rare, l'origine peut être tumorale, en relation avec les tumeurs de la fosse postérieure, dont la plus fréquente étant le méningiome. On a aussi comme étiologie la sclérose en plaques avec 5% du syndrome vertigineux inaugural. La sclérose en plaques peut se révéler par un grand vertige apparemment isolé spontanément, résolutif chez un adulte jeune. L'évolution par poussée, la plurifocalité des lésions neurologiques et un nystagmus dysconjugué oriente les diagnostics. La migraine basilaire, les données épidémiologiques montrent une forte association entre vertige et migraine. Le diagnostic précis est important puisque les migraines vestibulaires répondent bien au traitement antimigraineux, signalant que les vertiges peuvent apparaître contrairement aux migraines typiques avec aura avant, pendant ou après les céphalées caractéristiques. Les symptômes peuvent durer plusieurs jours. Le traitement comprend une médication antimigraineuse. Le diagnostic de migraine vestibulaire reste un diagnostic d'exclusion et doit être posé avec précision, notamment en phase aiguë, puisqu'un événement vasculaire du tronc cérébral peut se présenter de façon similaire. Toujours dans le diagnostic étiologique, on a d'autres vertiges. Les vertiges d'origine psychogène, ils sont liés au stress et au surmenage. Les vertiges d'origine médicamenteuse, beaucoup de médicaments exposent à des vertiges et souvent aussi à une surdité, tels les aminositils cisplatine. Les vertiges d'origine cervicale, vertiges associés à des symptômes cervicaux, diagnostic d'exclusion très controversé. On a les désordres métaboliques, tels le diabète, qui incrimine dans la genèse de surdité et de pathologie vestibulaire par analogie avec la rétinopathie diabétique. La maladie de Paget, dont le mécanisme est une atteinte de la capsule otique. Étirement et compression du nerf auditif sont à l'origine des vertiges. Comme conclusion, il n'existe pas de vrai ni de faux vertige, mais une sensation vertigineuse est toujours vraie, quelle qu'en soit la cause. Il faut se rappeler les possibles associations entre vertige, déséquilibre et malaise. La plupart des vertiges isolés sont dus au vertige positionnel paroxystique bénin déclenché par les manœuvres ou à la neuronite vestibulaire aiguë. Le diagnostic du vertige positionnel paroxystique bénin s'effectue par la manœuvre de Hartwig-Dix. L'on peut enseigner les manœuvres thérapeutiques aux patients. En présence de facteurs de risque cardiovasculaire, il faut évoquer en cas de vertige isolé la possibilité d'un accident vasculaire cérébral avant d'établir le diagnostic de neuronite ou de migraine vestibulaire. Les étiologies multiples peuvent prêter à confusion, mais un bon interrogatoire et un bon examen clinique permettront dans la majorité des cas une orientation diagnostique. 6 juin, quelques références bibliographiques.
Je vous remercie et bon courage.